Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la double attaque du lundi 15 mars qui a coûté la vie à 64 civils dans la zone de Bani Bangou, région de Tillabéri. L'actualité, c'est aussi la situation des personnes interpellées lors des récentes manifestations à Niamey, dressées par le bureau du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la nouvelle centrale thermique de 89 MW construite sur le site de Goudel, inaugurée mercredi 17 mars. Pour commenter et analyser ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Et El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. El Haj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par cette triste nouvelle. Au moins 64 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'attaque perpétrée lundi 15 mars dernier par des individus armés non identifiés dans la zone de Bani Bangou, région de Tillabéri. Des individus ont intercepté des véhicules transportant des villageois de retour du marché hebdomadaire de Bani Bangou sur deux axes, Bani Bangou Chinagoder et Bani Bangou Dareidin. Selon le maire de Bani Bangou, Ilia Soussoumana, joint au téléphone par le studio Kalangou, après avoir froidement abattu les passagers, ces individus ont disparu dans la nature. Et en début de soirée du même jour, les militaires ont rejoint la patrouille mixte de la zone pour engager des poursuites. Alaji Mohamedou Suleiman, avez-vous d'autres informations sur ce qui s'est passé dans la zone de Bani Bangou, aux régions de Tillabéri? Non, pour le moment, d'abord il faut juste dire que Dieu pardonne aux âmes de personnes disparues. Amin. C'est une catastrophe nationale. La preuve, nous sommes en deuil. Il faut déplorer justement qu'avant ça, on a perdu quand même des concitoyens. C'est toujours une grande épreuve lorsque des forces obscures viennent sévir sur des populations civiles. C'est encore plus justement dramatique. C'est-à-dire qu'ils ont souvent l'habitude de cibler même des forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, ils ont voulu sévir sur des populations civiles. Mais je pense que c'est des réalités qui s'imposent, à savoir que, franchement, trop c'est trop. Notre, en tout cas, nation est en danger. Et il va falloir justement faire face. Encore une fois, on se pose la question, je veux dire que lorsque une telle opération pourrait se passer, je pense que ça a dû prendre du temps. Je n'ai pas une idée de combien de personnes étaient venues, comment ils étaient venus. Mais c'est que véritablement, je pense aussi quelque part à lire, bien entendre ce qui s'est passé. Il y a aussi que les terroristes sont en train d'utiliser une autre stratégie pour davantage nous affaiblir, nous diviser, conformément à leur but. Parce que je pense que la communication qu'on entend par-ci, par-là, par rapport à cette situation, elle est inquiétante. C'est-à-dire que ça fait le jeu justement de ces forces obscures qui peuvent le faire sciemment dans le but justement de nous diviser en créant des conflits communautaires.
Oui, alors comment éviter tout cela, Alhaji Mohamed Soumana? Comment éviter tout cela? À mon sens, d'abord, c'est le rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité des citoyens. Ça, c'est incontestable. Donc, l'État doit déployer plus de moyens, plus de forces avec ses partenaires. Je pense quelque part, en tout cas, nous le savons aujourd'hui, dans le contexte de guerre asymétrique, c'est d'abord les renseignements. Et par rapport aux renseignements, les citoyens ont maintes fois déploré la présence de nos partenaires, effectivement, qui devaient nous aider à mieux voir l'ennemi de loin. Mais pour le moment, franchement, il y a beaucoup de failles. On observe donc, je pense que de l'autre côté, l'État doit faire ce qu'il doit faire justement, mais aussi les citoyens, je veux dire les populations, doivent Vous voulez dire véritablement qu'ils doivent collaborer? doivent collaborer avec les FDS en termes de renseignement. Aussi, puisque je l'ai en tout cas évoqué, il ne faut pas prêter le flanc à ce jeu pernicieux et dangereux qui risque de poser les communautés. Parce que le plus grave, c'est que quand les communautés arrivent justement à s'entretuer entre elles, c'est ça justement le jeu des terroristes. Une fois ils ont cette situation-là, mais c'est facile. Déjà, ils sont en train de semer la terreur. Donc, ils amènent maintenant les populations à faire le travail à leur place. Donc, je pense qu'on doit faire attention. Il va falloir lucidement se poser de bonnes questions pour trouver des solutions. Mais la voie de facilité consisterait à considérer que de l'intérieur, que ce soit l'opposition qui pense que le pouvoir est en train de manipuler les gens ou bien que ce soit le pouvoir qui pense que l'opposition est en train de faire ce jeu-là, je pense que c'est un jeu dangereux. Il va falloir d'abord faire une investigation, établir les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Euh, mais quand des terroristes se déplacent en moto sur une zone où la moto est interdite, ça pose des problèmes. Ou bien lorsqu'ils arrivent à commettre leur forfaiture et disparaître subitement dans la nature, cela pose problème à l'âge. je pense que la question des motos, en tout cas jusqu'ici, on se rend compte à l'évidence que c'est les populations, en tout cas, qui sont victimes. Je veux dire qui ne sont pas des populations civiles qui ne sont pas terroristes. Mais comme c'est une mesure du gouvernement, on doit l'accepter. Cela veut dire qu'en fait, les terroristes ne sont pas, à moins qu'il y ait effectivement des complicités, parce que aussi c'est souvent cela. Ils sont souvent tapis dans en tout cas, des villages, en tout cas, ils sont là avec les gens. C'est pourquoi justement il faut les dénoncer. Mais seulement aussi les dénoncer, on risque, puisque malheureusement, l'État n'étant pas très présent souvent, Pour garantir la absolument, sécurité on des va uns et venir des autres. maintenant sévir, vous tuer, tout simplement. On a vu ça, en tout cas, il atteste. Donc, moi, je pense que, véritablement, pour faire court, il est important d'être très, très vigilant. Vraiment, par rapport à ce souci, en tout cas, je dis, il faut une investigation très vite, très rapidement, en tout cas, pour établir ce qui s'est passé à Banu Bongo. Vraiment, parce qu'en fait, il y a des faits, il y a des témoins, peut-être que des gens qui ne sont pas morts dans cette situation. Il y a quand même des actes qui peuvent Il y a des permettre, en tout blessés. cas, aux enquêteurs de dire aux Nigériens qu'est-ce qui s'est passé. Mais les supputations, en tout cas, en tout cas, ne sont pas de nature à assurer la cohésion sociale. Abachari Armi, cette nouvelle attaque du Bani-Bangou intervient moins de 3 mois seulement après l'attaque des villages de Tchomobangou et des Arumdare qui a coûté la vie à une centaine de civils. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Ben, écoute, d'abord dans l'information que vous avez donnée, il faut rajouter que déjà le gouvernement a fait un communiqué où il confirme les chiffres que vous avez avancés. Mais aussi, au-delà, il faut noter que les terroristes, si on peut les exprimer, les appeler ainsi, ont aussi brûlé les Des greniers. greniers. Et je crois que ça, c'est un signe important. À mon avis, leur ambition, c'est de vider la zone. Et donc de créer... À quel dessein arrivé? Ben, écoute, on peut imaginer beaucoup de choses. Ils veulent peut-être avoir justement un territoire vide de tout contrôle de quelqu'un qui peut rendre compte de leurs mouvements. Et l'autre chose qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que
ils ne veulent pas, d'abord ils ne veulent pas qu'il y ait du monde autour d'eux, mais en fait dans cette zone, ce qui n'a pas marché, ce que vous demandez, c'est que c'est la zone, tout à l'heure Suleiman a parlé que l'État mette des moyens. Je pense que... Oui, mais est-ce qu'ils ont des sérieuses revendications? Non, personne ne sait. Malheureusement, personne ne sait. Mais ils ont leurs revendications. Quelqu'un qui veut vider un territoire, ça veut dire qu'il a l'intention de s'installer et d'être dans de meilleures conditions, d'exercer ses activités qui sont malheureusement que meurtrières. Ça, c'est un. Mais aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est l'incapacité de nos armées, parce qu'il y en a plusieurs dans la zone pourtant. C'est d'ailleurs dans cette zone que même les armées étrangères qui sont sur notre territoire et que les Nigériens interprètent la présence, et dont les Nigériens interprètent diversement la présence, ils sont. Mais aussi, tout récemment, on a fait venir l'armée tchadienne, n'est-ce pas? On avait dit que c'est pour la zone des trois frontières, n'est-ce pas? Et chez nous-mêmes, après Inates, on nous a très bien dit qu'on va renforcer la présence des fans là-bas. Bon, et comme vous l'avez dit, ces personnes qui attaquent se déplacent quand même à moto. Ça, les civils que je suis, et je crois que c'est le point de vue de beaucoup de Nigériens, comment est-ce que ça se fait qu'ils se déplacent pour venir attaquer des camps, pour venir attaquer entre des villes, n'est-ce pas? Et personne ne les voit. Je crois que les renseignements doivent être renforcés, comme Suleiman l'a dit, là aussi, mais d'épargner les civils. Oui, mais il y a normalement deux parties qui s'affrontent. L'État peut être partout en même temps. Mais écoute, c'est ça les renseignements. Nous sommes très mal placés pour savoir les techniques de renseignement, mais on nous a aussi fait savoir qu'il y a des moyens aujourd'hui sophistiqués qu'on peut utiliser et qu'on peut voir l'ennemi venir à 100 km, voir même ses activités terrestres, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais bon Dieu, il faut qu'on fasse usage de ces moyens-là pour épargner la vie à nos concitoyens, mais aussi pour inquiéter moins la population nigérienne. Aujourd'hui, il y a eu 58 morts, mais sincèrement, combien vont quitter, vous savez? Parce que ce soit celui qui est attaqué ou celui qui ne l'est pas, quand il y a une attaque où on tue froidement comme ça les personnes, c'est toute la population qui effectue le déplacement. Comment Choma, Bongo, voilà, et Zarumdari. C'est plus de 10 000 déplacés. J'ai entendu la dernière fois le ministre d'autres sont à Niamey, à Bala, à Tilaberi, Walam. ainsi de suite. Et 58 personnes, ça sera la même chose. Sinon, c'est pire parce qu'il y en a qui pensaient que c'est fini, mais maintenant, voilà que ça reprend. Donc, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Il y a une incapacité vraiment à contenir ces assauts parce qu'il faut reconnaître que c'est une guerre asymétrique, n'est-ce pas? Et il faut s'adapter et très vite. Ce n'est pas de dire que non, c'est asymétrique, alors que nous, si on fait la guerre traditionnelle, on est là rassemblés dans nos camps, nous avons des avions, nous avons des voitures. S'il le faut, il faut se comporter comme eux. Hussein Issa Jibo, quelle est votre opinion au sujet de cette double attaque? Oh ben, Mokhtar, c'est vraiment triste ce qui s'est passé avant-hier. C'est triste. C'est triste surtout quand on se rappelle que 2 mois auparavant, en début janvier, il y a des localités où des gens sont venus massacrer une centaine de personnes, des populations civiles. Et à cette occasion, on a entendu le gouvernement dire qu'ils vont renforcer le dispositif militaire. Le Premier ministre était sur place. N'est-ce pas? Et voilà que ça s'est reproduit encore au bout de 2 mois. Et on dit cette fois-ci encore, on va renforcer le dispositif militaire. Dans le cadre de la lutte contre le djihadisme, le terrorisme, on sait bien que cette zone est totalement militarisée. C'est clair, il y a beaucoup de compagnies qui sont dans la zone. Alors, on se pose beaucoup de questions. Comment se fait-il que... Parce que les attaques, dans le cadre d'une guerre asymétrique, on ne peut jamais les éviter. Mais ce que moi, je ne tolère pas,
qu'on dise que des gens sont venus par centaines en moto, qu'ils puissent poser ce genre d'actes barbares impunément et qu'ils parviennent à se replier, c'est ça qui est choquant. C'est davantage ça qui est choquant et c'est ça qui les encourage à revenir. Parce que le tout n'est pas de dire on va renforcer le dispositif. Donc, le dispositif qui est déjà sur place, il faut renforcer les patrouilles. Il faut renforcer les patrouilles. Et le plus souvent, on a tendance à jeter, comment dirais-je, l'anathème sur les populations qui ne veulent pas collaborer. Mais je vais dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté ces zones-là pour venir s'implanter dans des villes comme Niamey, un peu partout, parce que tout simplement, ils sont menacés. Vous appelez, on informe. Les gens, vous êtes au courant de quelque chose, on informe. Et les mêmes gens qui sont, comment on appelle ça, les djihadistes là, ils vont venir vous tuer. Parce que vous n'avez aucune garantie qu'en donnant l'information. Aujourd'hui, comme on dit, la collaboration est bien possible. Le téléphone portable est là. Ce n'est pas comme avant. Avec le téléphone portable, dès qu'il y a une menace, mais souvent, les gens disent, même quand ils appellent, il n'y a personne qui vient. Alors, en sachant pertinemment que vous êtes exposé, parce que quand ils vont venir là, ils vont vous chercher. Vous ne savez même pas par comment ils ont pu savoir que c'est vous qui aviez appelé, même y compris la perception de l'impôt des taxes là. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de ça. Il faut qu'on se dise la vérité. On a instauré l'état d'urgence, ça fait pratiquement 3 ans, 4 ans dans la région. L'état d'urgence suppose quoi? Les populations n'ont plus de facilité de mobilité. On a interdit la circulation des motos. Il y a des marchés hebdomadaires qui ne se tiennent plus. Et pratiquement, l'économie de la zone est totalement à terre. Mais malgré tout, les gens, ils continuent. Parce qu'Arimi vient de dire, quand ils viennent, leur objectif, c'est de faire partir les populations, avoir un espace où ils peuvent s'implanter durablement. Mais moi, j'ai dit, les populations civiles n'ont pas d'autre choix, souvent, que de s'en aller. Parce que vous savez qu'on est venu, on a tiré une première fois. Des gens qui viennent, ils informent que dans la semaine d'après, ils vont venir percevoir l'impôt, les taxes. Et quiconque ne paye pas, on est capable de le tuer. Mais les gens, ils informent. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les protéger? Voilà en fait les enjeux. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on dit dans une zone où les gens, l'État va garantir votre sécurité, il faut que les conditions soient créées pour que l'État garantisse la sécurité. Ils sont désarmés. C'est des gens qui viennent en moto, armés, ils tuent. Et ça prend des heures souvent. Ça prend des heures. Mais dans des cas précis, il y a toujours quelqu'un qui peut fuir pour aller informer. Mais est-ce qu'il y a la réactivité immédiatement pour venir avant qu'ils ne finissent de poser leur sale acte là? Des gens pour venir les prendre en sandwich. C'est en fait toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Ces populations, personne n'a besoin de quitter là où il produit pour manger. Personne au monde. Personne, sa case, son champ et tout, pour aller être assisté. Pas que des organismes qui vont venir vous donner un sac de riz tous les mois, quelques litres d'huile et autres. Les gens préfèrent rester chez eux. C'est la même situation dans la région de Difa. Bon, on me fait une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le bureau du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, dans un communiqué de presse publié jeudi 11 mars, fait la situation des personnes interpellées lors des récentes manifestations à Niamey. Parmi les 652 personnes interpellées, 131 mineurs ont été remis à leurs parents et 3 dont les parents n'ont pas été identifiés sont placés dans des structures d'accueil pour enfants. Selon le même communiqué, en ce qui concerne les 492 mineurs, 183 ont été libérés pour insuffisance d'indices et les 328 autres sont poursuivis pour incendie volontaire d'habitation, attroupement armé et vol en réunion, dégradation de divers biens dont des édifices, véhicules et violences sur des agents des forces de l'ordre. Ousseini Sajibo, quelle est votre opinion au sujet de ces interpellations? Bon,
Mais d'après ce que tu viens de dire, ça dénote tout simplement que c'était des interpellations faites comme ça à la va-vite. On a ramassé beaucoup de gens qui n'étaient pas dans la manifestation, surtout des enfants. Moi, je connais un cas, une fillette qu'on a envoyée acheter chap-chap, qui a été de 12 ans. Qu'est-ce qu'elle sait d'une manifestation? C'est des choses comme ça. Quand les gens viennent, il n'y a pas de discernement. Quand ils viennent, il y a beaucoup de gens, y compris des adultes, qui ont été arrêtés comme ça parce qu'ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà le problème. Bon, maintenant, comment gérer cette situation-là? Comment gérer cette situation? Parce que, vous savez, les manifestations de rue, souvent, ça dégénère. Parce qu'il y a des gens qui profitent. Je l'ai dit il y a quelques semaines sur ce plateau, il y a beaucoup de brigands et autres qui sont là, qui profitent de la situation. Des gens qui n'ont rien fait, des désœuvrés, qui volent, qui autour des marchés, la nuit, qui braquent les gens. Quand tu trouves une occasion, c'est en pleine journée. Ils vont voler, ils vont aller casser des boutiques. Personne ne va te dire, non, pourquoi tu es en train de faire ça? Ben, alors, c'est des occasions, c'est des opportunités comme ça, ils cherchent. Moi, je veux dire quelque part, honnêtement, il faut voir comment on doit procéder par rapport à ce genre de manifestations-là. Parce qu'il faut faire preuve de discernement. Il y a beaucoup qui sont libérés, non? Il y en a, les infractions dont on les accuse, c'est des infractions qui sont avérées. Mais il y a beaucoup qui sont restés pendant combien de jours? Et ça a causé beaucoup de tort à leurs parents parce que chaque jour, il faut aller voir un enfant mineur qui est là-bas, il faut lui amener à manger, et peut-être qu'il ne va même plus à l'école pendant combien de jours? Moi, je pense qu'il faut revoir les choses. Quand on fait même les questions d'interpellation, il faut le faire vraiment en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Mais pas faire ça à l'aveuglette, prendre tout le monde et puis c'est après qu'il va falloir trier et tout et tout. C'est ça, je pense, et que je pense qu'on va éviter ce genre de situation-là à l'avenir. Abakari Arimi a versé dans ce lot des interpellations, celle de Doudourama, Madame Mezama Hadiza et Madame Bayar Mariama Gamake, tous interpellés puis relaxés. Comment expliquer cette vague d'arrestation, Arimi? Moi, je pense que le gouvernement doit revoir ça, mettre de l'eau dans son lait, comme on dit. Parce que tel que ça se passe, ce n'est pas de nature à apaiser. Parce qu'on vit le climat, parce qu'on vit, il ne faut pas se le cacher, une crise post-électorale, telle que, en tout cas, à mon âge, je peux encore le dire, que personne n'a vécu dans ce pays. En tout cas, depuis 1990 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais connu ça. Et ça, on ne sait pas où est-ce que ça peut déboucher. Moi, sincèrement, de la part de l'État, je ne vois aucune tendance à apaiser, n'est-ce pas, à vouloir aller vers la population, à dire que, écoute, d'abord, l'État, normalement, ne doit même pas avoir de parti pris. Mais le sentiment que les gens ont, ils ont l'impression qu'il suffit que tu ne sois pas avec un candidat, on t'étiquette, et il suffit que tu dises un petit mot, on peut venir te chercher. Je crois que ce n'est pas de nature à apaiser les choses. D'abord, depuis l'avènement du régime dirigé par le président Issoufou, je peux dire que les manifestations sont quasi interdites. Eh bien, plus c'est interdit, plus les gens vont emmagasiner. Et le jour où ils vont sortir, ça sera toujours des choses comme ça. Au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont manifesté quelques jours, ils ont aussi saccagé des choses, mais l'interprétation du pouvoir sénégalais, c'était de dire que ça fait 1 an que les jeunes sont en confinement. C'est des gens qui ont de l'énergie à revendre, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons bien reçu le message. À partir de cet instant, nous allégeons les mesures de confinement. N'est-ce pas? Oui, donc, c'est une tentative, une façon de comprendre les choses. Or, ici, je suis très bien placé pour savoir que les marches sont systématiquement... Selon vous, il faut permettre aux populations de manifester, de s'exprimer librement. Et on verra. Moi, je suis même sûr, j'ai tendance à vraiment comprendre que le jour où on va laisser la population de Niamey sortir,
manifester sans l'opposition de la police, une fois, deux fois, vous pouvez voir que dans ce contexte de tension politique assez tendue. À mon avis, ça peut se tasser. D'abord, c'est un droit constitutionnel. Ça, il faut aussi reconnaître ça aux citoyens, parce que c'est quand même eux qui votent la Constitution, qui vont au référendum et qui disent ce qu'ils pensent. Donc, il faut permettre à la population, quand les leaders veulent qu'il y ait manifestation, permettez-leur de manifester. Qu'est-ce que ça peut faire, à mon avis? D'ailleurs, c'est la façon la plus simple que les constitutionnalistes, les faiseurs de loi ont trouvé de permettre aux gens de s'extérioriser, de se défouler. On vient à la place de la concertation, on crie, on dit ce qu'on pense et on répare. Qu'est-ce qu'il y a? Arimi, pourquoi les gens ont les peur? Manifestations sont constitutionnelles, c'est régi par la Constitution, pourquoi l'État a tendance à refuser cette prérogative aux citoyens? Moi, je pense que souvent, on se reproche quelque chose. Souvent, les manifestations sont des démonstrations pacifiques de force, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui peut faire mobiliser 100 000 personnes, 150 000 personnes, n'est-ce pas, quand elle sort, et l'opinion nationale et l'opinion internationale peut se rendre compte que non, ben, écoute, ils ont raison de revendiquer une telle chose. Mais ce n'est pas le cas, c'est à quoi nous assistons. Depuis 10 ans, pratiquement, on ne permet plus aux gens de manifester. Et si ça continue comme ça, les gens risquent... Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est un groupe de 10, 15 personnes qui se mettent à un rond-point, ils brûlent le pneu. La veille, la police fait le tour pour ramasser les pneus. Les enfants qui vendent quelques litres d'essence pour survivre, on leur arrache leur essence. C'est ce qui se passe. Et les gens ont envie de faire. Or, on ne nous connaît pas, nous Nigériens, en réalité, nous ne sommes pas belliqueux. Ça, au moins, c'est connu. Donc, permettez aux gens, oui, mais si tu as peur de ne pas être populaire, au fond de toi-même, tu le sais. Et les autres aussi le savent. Donc, exerçons les règles de la démocratie, vraiment permettons aux gens de marcher. Et le lendemain, comme il y a eu ça aussi à une certaine époque, le lendemain, ceux qui soutiennent telle autre cause peuvent aussi manifester. Parce que c'est la seule façon que la démocratie a permis aux populations de faire savoir ce qu'ils pensent. Donc vraiment, c'est de permettre aux gens de le faire. Au pire des cas, c'est juste une pétition qu'on donne aux dirigeants, ou même souvent c'est à l'Assemblée, le président de l'Assemblée ou son adjoint ou quelqu'un qui va désigner, ou un fonctionnaire même parfois, vient prendre ça et puis les gens se dispersent. Pourquoi? Et aujourd'hui, on sait que les gens, ils ont été tellement traumatisés que personne n'a envie d'être interpellé. Donc vraiment, permettons, jouons le jeu démocratique jusqu'au bout, même si vraiment c'est de façade. Elhadji Mahamadou Souleymane, comment ramener la sérénité entre les acteurs politiques au Niger? À mon humble avis, le dialogue est la meilleure arme, plus que la violence, pour justement se faire comprendre. Vous pensez que les acteurs doivent dialoguer? Absolument. J'ai dit, la guerre la plus violente finit en principe sur la table, justement, pour qu'on puisse se négocier, parce qu'on ne peut pas vivre de façon dans une tension permanente. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Arimi. En démocratie, effectivement, la voie régulière, en tout cas que les citoyens, c'est une liberté fondamentale de manifester, parce que tout se passe comme si le cadre démocratique fait en sorte que les conflits violents, on les a bannis, mais tout simplement, on va permettre aux citoyens de venir crier, insulter, ils vont se défouler et rentrer. Donc, je pense que on a connu ça, en tout cas, nous, notre génération, nous avons connu justement, selon, en tout cas au cours de notre processus démocratique, effectivement des situations où effectivement les citoyens, que ce soit les étudiants de l'opposition politique, justement les gens font marche avec meeting. Donc je pense qu'il n'y a rien à redire, c'est un droit fondamental qu'il faut savoir respecter. Seulement maintenant, il faut nuancer les choses. Ce qui s'est passé la dernière fois ici à Niamey, je pense qu'il est inacceptable. C'est-à-dire que même si on dit que nous sommes dans une situation de contentieux électoral, vous ne pouvez pas vous permettre, puisque la loi a programmé effectivement des voies de recours
Et on se rend compte à l'évidence que le principal candidat, en tout cas, a opté justement pour le recours. Il a fait un recours. Son avocat a confirmé effectivement avant-hier face à la presse qu'ils ont déposé leur recours. Mais il s'est trouvé que bien avant ce recours-là, effectivement, les gens se sont permis de casser, de brûler. Et je pense qu'aucun État, même ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, à la place du régime en place, ne peuvent pas. Et ce qui fait aussi problème, c'est que aussi, les gens ont tendance à se contenter, en tout cas à se délecter de ce qui s'est passé au lieu de le condamner. On n'a pas senti, par exemple, que l'opposition sorte véritablement dénoncer cela et le condamner pour dire que nous sommes des démocrates, nous privilégions la voie démocratique, en tout cas pour la conquête du pouvoir. Parce que ce qui s'est passé, en termes de gravité... Mais Alhaji Mamadou, est-ce que ce n'est pas le manque de dialogue avant même d'aller aux élections? Mais ici, j'ai dit, ce qui s'est passé, c'est du terrorisme. Rien ne peut justifier le fait de se permettre de tuer les gens, de cibler les gens pour les tuer, mettre du feu sur les biens publics et privés. Ce n'est pas acceptable en démocratie. Donc, ceux qui le font, ils font du terrorisme, c'est pas. Et la politique, je me rends compte à l'évidence, comme l'a rappelé dans une interview un homme politique que j'ai lu dans un journal ce matin, il dit par exemple, même lorsque Barry avait fait le hold-up électoral, il n'a jamais été question de cibler des adversaires politiques et des biens publics, en tout cas pour mettre le feu. Donc, c'est dire que, franchement, cette façon de faire de la politique, elle est à dénoncer. Et je pense quelque part aussi, si le pouvoir est réticent, c'est par rapport effectivement à ce qui s'est passé. Par exemple, que lorsque les gens viennent en tout cas à faire cela pourra justement, en tout cas, dire au tenant du pouvoir que, franchement, c'est quoi ça? Donc, moi, je suis en train de dire que il faut faire la part des choses. Il faut se poser de bonnes questions. Notre pays est très fragile. Et par conséquent, ce n'est pas nos premières élections. On a des difficultés, comme il dit, un contentieux électoral. Il va falloir un démocrate, en tout cas, aller vers les voies de recours. Mais de toute façon, qui consiste à mettre en avant la violence et la force, c'est une fausse route. Donc je pense que véritablement, il faut dire les choses, les libertés fondamentales, oui, en démocratie, il faut les respecter. Mais aussi, les deux autres, non. Mais absolument. On observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir, il est relatif à l'inauguration de la nouvelle centrale thermique de la Nigélec. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a inauguré mercredi 17 mars sur le site de la Nigélec de Goudel la toute première centrale thermique à pétrole brut d'une capacité de 89 MW. Cette nouvelle centrale est composée d'une salle constituée de 6 groupes électrogènes d'une puissance unitaire de 11,82 MW avec leur auxiliaire et d'une salle constituée de cellules de protection moyenne tension et basse tension, rapporte le site de la présidence du Niger. Cette centrale permettra de renforcer la capacité de production d'électricité de la zone du fleuve Niamey, Dosso et Tillabéri et va même améliorer la couverture à 75% de la demande en cas d'absence de l'importation à partir du Nigeria. Les travaux de cette infrastructure ont été réalisés en partenariat public-privé par la société Itmar West Africa. Ousseini Sajibou, s'achemine-t-on vers la fin des coupures et autres délestages dans la région du fleuve, à savoir Niamey, Dosso et Tillabéri? Mais d'abord, c'est une bonne chose que de renforcer les capacités. Mais entre renforcer les capacités, à travers ce mécanisme-là, alors qu'il y a un autre mécanisme, l'énergie solaire, qui est là. Le professeur Reit a toujours dit ça, il faut privilégier. Parce que ça,
On a vu, quand Gorobanda a été réalisé, on a dit c'est fini. Il n'y aura plus de coupures à Niamey, il n'y aura plus ceci, cela. Mais est-ce que Gorobanda a réglé le problème de coupures et autres? Ça s'est même intensifié pratiquement. Aujourd'hui, on attend voir ce que ça va donner. Parce que vous savez, le problème de recourir à comment dirais-je, à ces centrales thermiques qui fonctionnent avec le pétrole. Avec du pétrole et autres là. Le problème, c'est qu'il y a le coût de la maintenance qui est tellement lourd. Il y a également les avaries, les pannes et autres et tout et tout. Gorobanda a changé quoi, s'il vous plaît? On nous a bien dit qu'à Niamey, les environs, il n'y aura plus de problème. Est-ce qu'on a, depuis que Gorobanda a été inauguré jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on est à l'abri des coupures, souvent qui durent 48 heures, 72 heures? Il faut savoir faire des investissements. Nous avons le soleil 365 jours sur 365. Même dans les pays occidentaux, aujourd'hui, les gens se rabattent sur l'éolienne et comment ça s'appelle, sur le solaire. Pourquoi nous, on va continuer à rester dans ce schéma-là? Pourquoi? Alors que une centrale solaire, c'est carrément un truc, c'est juste l'entretien et puis bon, ça ne demande pas de frais supplémentaires. C'est juste l'équipe technique qui est là pour entretenir les panneaux et autres, les batteries et tout et tout. En dehors de ça, moi je pense qu'il faut faire des politiques publiques, en tout cas durables. Ça sert à quoi de faire des politiques, investir des centaines de millions ou des milliards dans un investissement? Okay, au bout du compte, au bout de quelques années, on retombe dans la même situation initiale. Voilà, moi je dis c'est une bonne chose, mais on attend de voir ce qui va changer. Alhaji Mohamed Souleymane, comment mettre fin aux incessantes coupures dans la fourniture de l'énergie électrique au Niger? Je pense que c'est des tentatives de solutions, comme l'a dit Hussein Issa. Si on a fait ce recours, c'est parce qu'effectivement, Gorobanda s'est avérée inopérante, en tout cas encore insuffisante pour satisfaire les besoins. Donc, sous réserve que ce qui a été dit soit véritablement effectif, on pense que ça pourrait booster un peu, ça peut consoler donc, les gens à Niamey, Tilaberi, Dosso, mais je pense que nous sommes habitués à voir les prestations de la Nigélec et aussi. Donc, pour le moment, on attend de voir. J'ai entendu le président de la République effectivement dire que l'énergie fait en tout cas, c'est un moyen de mesurer la puissance des États. C'est un moyen de souveraineté, il faut le dire. Chaque fois qu'on nous dit que le truc de Kabia, il n'est pas, parce qu'on n'est pas du Nigeria. Récemment, j'ai vu dans un journal qui menace que qui dit que le Nigeria menace de couper l'énergie, en tout cas à certains pays. On est encore très inquiété. Donc, moi, je pense que c'est des questions de souveraineté. Il va falloir à long terme trouver des solutions définitives. Il faut effectivement recourir à ce qu'il a dit, l'énergie solaire. Il faut quand même aussi préciser, sur un expert, aujourd'hui encore même dans les pays développés, c'est toujours les sources fossiles qui fournissent la matière essentielle en termes d'énergie. Les gens utilisent à un certain pourcentage, en tout cas, les énergies donc, éoliennes, solaires. Mais je pense qu'on pourra, en synergie, effectivement, surtout que comme le Niger peut honorer la mémoire de Moumouni, il va falloir véritablement que le Niger ait le leadership de cette question. Je comprends j'ai l'habitude de suivre Albert Wright, en tout cas son souci. Je pense que le débat, c'était que le pouvoir en place, ils ont réfléchi par rapport à l'offre de l'honneur sol, en tout cas, comment on appelle ça, en tout cas, que en fait, l'investissement initial pourrait coûter très cher. Donc, c'est une question de moyens. Le débat est toujours en tout cas, est toujours sur la table. Donc, mais je pense que pour faire court, il est question de trouver le mécanisme approprié pour que vraiment, que ce ne soit pas des trucs conjoncturels, mais vraiment des solutions durables, en tout cas pour les Nigériens, parce que vous allez bientôt, nous sommes en mars, bientôt vous allez voir que, effectivement, on va voir concrètement si cette opération, il faut quand même saluer vraiment le partenariat public-privé, effectivement,
c'est comme à l'aéroport, les gens, ça a fait beaucoup de bruit. C'est un deal souvent où il y a des contreparties à payer, mais je pense que tant que ça pourra permettre effectivement à régler des problèmes, pourquoi s'en priver? Abachari Armi, Hussein vient de le dire, avec la centrale thermique diesel de Gourbanda à l'époque, les Niaméens pensaient déjà être à l'abri des coupures à Niamey. Pensez-vous que cette fois-ci, c'est la bonne? Absolument pas. Je ne crois pas. Gourbanda, c'est fut un éléphant blanc. Ça n'a pas vraiment, en tout cas proportionnellement à l'évolution certainement de notre consommation, ça n'a pas résolu les problèmes outre mesure. Et je ne m'attends pas, avec ce qui vient d'être inauguré hier aussi, qu'on puisse atteindre des résultats exceptionnels. Sincèrement, le Niger, pour être indépendant vraiment du point de vue énergétique, doit pouvoir vraiment réaliser, j'espère qu'on verra ça de notre vivant, le barrage de Kandaji. Parce que depuis qu'on était au primaire, on nous parlait de ça. C'était à l'époque, sous Kounché, un budget de 200 milliards qu'il fallait. Aujourd'hui, on ne sait plus combien ça coûte et comment ça peut se faire. Et cette histoire de partenariat public-privé, moi, ça ne m'enchante pas, sincèrement. Je ne comprends pas très bien, je ne suis pas économiste. Mais quand on va me dire que l'aéroport international de Djoriamani de Niamey appartient, comment ça s'appelle la société déjà Souma, la société turque. C'est pour 30 ans, n'est-ce pas? Après, ça va nous appartenir. Alors qu'entre-temps, bon, c'est quand même devenu encore obsolète avec comme ce qu'on vient de détruire, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si ça nous aura jamais appartenu. Oui, puisque nous payons en fait toutes les prestations qui sont là, nous aussi, comme tout le monde, on paye pour le faire. Oui. Peut-on s'attendre dans les jours à venir à une augmentation sur le prix du kilowattheure, par exemple? La rumeur a circulé et j'espère que ça ne va pas. Il faut avoir pitié des Nigériens. Avec toute la loi de finances qu'on a connue et qui commence à se faire ressentir sincèrement sur les factures, n'est-ce pas? Pour qui émet une facture, c'est aujourd'hui que c'est qu'on lui prend à cause de cette loi de finances. À l'époque, les gens ont été incompris, d'autres ont été arrêtés, des manifestations ont été interdites encore. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est déjà lourd pour le Nigérien. Qu'on vienne lui dire que sa facture d'électricité, parce qu'on a fait encore un partenariat public-privé de 15 ans et que dans 15 ans, ça va nous appartenir. J'espère que tout le matériel qui est là va durer 15 ans. J'espère que vraiment, parmi les deux candidats, celui qui va venir va faire de Kandaji son cheval de bataille, de financement vraiment pour l'énergie solaire, vraiment son cheval de bataille. Arimi, une dernière question avant de clore cette émission. Cette fois-ci, c'est en sport. Le colonel-major Djibril Hamidou Dipele, l'actuel président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, a été élu membre du comité exécutif de la CAF zone UFOAB le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. Vous êtes journaliste sportif. Qu'est-ce que cela représente pour le Niger? Écoutez, c'est pour la première fois qu'un Nigérien occupe ce poste, n'est-ce pas? Depuis 1966, le Niger est membre de la CAF. Nous n'avons jamais occupé une place importante. Aujourd'hui, on est un Nigérien et au niveau du bureau exécutif, c'est important. Maintenant que les gens vraiment revoient leur ambition à la baisse, c'est un poste international. C'est important pour le Niger parce que nous avons quelqu'un qui sera au courant des opportunités et peut-être nous permettra de les saisir en compétition avec les 52 fédérations sœurs. Mais au-delà, vraiment, ne mettons pas la pression sur le colonel Pelé en pensant que c'est vraiment d'énormes postes qu'il va créer pour les Nigériens qui vont aller tous s'installer au Caire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont 12 ou 13 membres du bureau. Chacun a un pays. Chacun va œuvrer
pour le football africain avant de penser à son pays. Il est président encore de la Fédération nigérienne de football. C'est à ce niveau qu'il faut l'attendre, à mon avis. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Et Alhaji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Amina Hassan et côté vidéo Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.